au Journal des Rencontres. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Olivier Payon pour son film Arrête avec tes mensonges, qui est une adaptation, enfin on va en parler, une adaptation du film, du livre de Philippe Besson, livre avec le même titre, Arrête avec tes mensonges, qui est donc en 2 mots l'histoire de Stéphane Bellecour, écrivain renommé qui revient dans sa ville natale en Charente après plus de 30 ans d'absence pour un événement mi-littéraire, mi-éthylique. Et il va croiser le fils de son premier amant qui le renvoie. Premier amour. Et tout ceci va le renvoyer à sa jeunesse, à ses 17 ans, à cette histoire d'amour. Alors donc vous adaptez ce livre paru en 2017, mais vous réagencez, il me semble, les pièces du puzzle pour en faire une autre histoire que celle du livre. Une autre histoire, je ne sais pas si c'est une autre histoire, mais effectivement, comme vous avez lu le livre, en fait, c'est très différent. Moi, c'était ma première adaptation. Et comment dire, écrire un livre, faire un film, ça n'a rien à voir. Ça ne marche pas sur les mêmes, comment on dit, sur les mêmes modes. Par exemple, dans un film, dans un livre, pardon, vous pouvez en une phrase raconter énormément de choses. Et moi, il me fallait plusieurs scènes pour exprimer cette même idée. Et inversement, dans un film, un regard, un mouvement de tête, ça vaut bien 4 pages de roman. Donc en fait, c'est pas les mêmes codes. Et effectivement, j'ai beaucoup réinventé. J'avais qu'une chose en tête, c'est pas trahir l'esprit du livre. L'esprit du livre, ça veut dire le cœur. Après, j'avais tous les droits, et Philippe Besson m'avait donné tous les droits d'ailleurs. Il m'avait dit les plus grandes trahisons font les meilleures adaptations. Trahis-moi. En fait, Philippe, il avait écrit des scénars, donc il connaissait les codes, et donc c'était très agréable pour moi parce que je pouvais inventer, mais j'inventais tant que c'était pour retrouver ce que j'avais ressenti dans le film. Dans le livre, oh là là, j'arrête pas de me. Hein, mais Ça va être pareil, oui, voilà, mais voilà. Oui, oui. Puis après, c'est un film de moi, c'est mon film, donc peut-être que le film est plus, il y a plus d'humour parce que c'est plus mon cinéma. Alors que Philippe Besson, je sais pas, il a écrit une vingtaine de romans, c'est plutôt des sombres drames. Hein, c'est toujours un peu dépressif et c'est super. Mais moi, voilà, j'avais besoin d'un peu plus de vie. Et pour ramener cet écrivain à la vie, j'avais besoin de personnages vivants autour que j'ai inventé effectivement. Oui, d'ailleurs, du point de vue de l'écriture, ça me paraît assez intéressant. On avait reçu un collègue, Albert Dupontel, qui nous avait dit sa difficulté à écrire lui-même, en particulier pour Adieu les cons. Et donc, il avait fait auparavant Au revoir là-haut, avec l'écriture de Pierre Lemaitre, évidemment. De votre côté, vous avez souvent recours à un scénariste. Je pense à Cyril Brody, par exemple. En fait, moi, je suis pas scénariste, mais j'écris mes films. Je suis scénariste de mes films. Et effectivement, souvent, je m'associe à des gens, mais je suis assez porteur de mon projet. Donc, avec Cyril, on a écrit plusieurs films ensemble. On a co-réalisé même un documentaire pour le cinéma. Celui-là, il n'y a pas participé. Donc, voilà. En fait, je choisis des scénaristes en fonction de leur univers. Et je me dis, tiens, moi, je sais vers quoi je veux tendre. Je ne sais pas comment y arriver. Et donc, je vais choisir un scénariste en fonction de son univers, d'un univers vers lequel j'ai envie de tendre. C'était le cas avec Patricia Mortagne pour Une vie ailleurs. Oh là là, mais vous êtes bien renseigné. C'est un peu compliqué. Non, je l'ai plutôt écrit avec Cécile Arrow. Non, mais parce que des fois, vous rencontrez des gens formidables humainement, et puis vous essayez de travailler ensemble, et puis finalement, ça colle pas parce que c'est pas la direction. Donc, je me suis souvent trompé de co-scénariste. Mais par exemple, pour Une vie ailleurs, au générique, en gros, il y a marqué Cécilia Rouault. Et Patricia, on avait travaillé ensemble, et finalement, on s'entend très bien, mais c'était pas ma direction. Et ça, c'est le problème des scénarios, c'est qu'il y a tout un, même quand on écrit tout seul, il y a au moins 10 versions d'un long métrage, c'est normal. Hein. Il y a des gens, Philippe Besson qui écrit très vite, il comprenait pas que je prenais autant de temps à écrire. Et je dis, mais c'est comme ça, quoi. Il faut du temps pour trouver le vrai sujet du film. Alors là, c'était un peu plus simple pour moi parce que le vrai sujet du film, en tout cas celui qui m'intéressait, je l'avais dans le roman. J'avais choisi ce qui m'intéressait. Mais après, comme j'avais effectivement changé entièrement le cadre,
Et le contexte, et pas le milieu social, mais le contexte, c'est ça qui a pris plus de temps en fait. D'accord. Là, vous êtes mis à plusieurs, là, du coup, au scénario. Enfin, dans le générique, on voit qu'il y a du monde, quoi, quand même. Disons qu'il y a eu plusieurs vagues successives. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler avec Vincent Poimiro, qui a écrit notamment En Thérapie, Oui. la série sur la première saison. C'est lui qui avait initié cette saison. Et c'était formidable de travailler avec lui, mais il avait pas le temps. Donc en fait, finalement, au bout d'un mois, on a arrêté. Puis moi, j'ai continué tout seul. Après, il y a eu des problèmes de production. J'ai changé de producteur. Et finalement, travailler avec un producteur, c'est comme travailler avec un éditeur. C'est-à-dire, il vous amène son regard, etc. Et est-ce qu'on a envie d'aller dans cette direction? Enfin, faut jouer le jeu. Moi, ça me va. J'adore ça. C'est pas un producteur, c'est pas quelqu'un qui, enfin, s'il doit trouver l'argent, mais c'est surtout un regard artistique, un échange, etc. Et donc, quand j'ai eu TS Productions, les producteurs finaux, je ne sais pas comment on dit, enfin de la version, moi, je trouvais que le scénario, je l'avais donc continué tout seul, réécrit tout seul, et puis je trouvais qu'il n'était pas encore assez abouti. Je sentais que... bon. Et donc, je leur ai demandé à travailler avec des gens. Donc, j'ai travaillé avec Arthur Kahn, avec Cécilia Rouault, et puis finalement, j'ai fini tout seul. Mais Cécilia Rouault, par exemple, c'est avec elle que j'avais écrit Une vie ailleurs. Et on a écrit une version, mais j'étais parti dans une direction. J'ai mis du temps à m'en rendre compte qu'il ne m'allait pas, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis, j'ai fait une lecture avec les comédiens. Ça, c'était il y a longtemps, notamment avec Victor Belmondo, qui était un des premiers à arriver sur le projet. Et en l'entendant à voix haute, hein, ça sert à ça, ça vous permet de retravailler des dialogues, ça sert à ça les lectures avec les comédiens. Et en l'écoutant, je me suis rendu compte que je m'étais complètement... Le scénar était pas mal, hein, mais que je m'étais éloigné de ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire ce duo, ce face-à-face de l'écrivain et puis du fils de son premier amour. Je trouvais que j'étais pas allé assez au bout. Donc j'ai réécrit tout seul, là, cette fois-ci, pour recentrer vraiment mon film sur ces deux personnages et ne garder que ce personnage de femme qui n'existe pas dans le roman, puisqu'il n'y a aucune femme dans le roman, et joué par Guylaine Londaise. Et puis voilà, j'ai fait ma petite sauce. Donc voilà, c'est un long chemin, l'écriture. Ouais. Mais pardon, vas-y. Vous parlez de cette relation entre Lucas, donc le fils du premier amour de Stéphane, cette relation entre Lucas et Stéphane, et c'est vrai que c'est vraiment on a l'impression que c'est davantage le cœur du sujet plutôt. C'est la grosse, c'est la grosse différence avec le roman. Comme si vous vouliez non pas évincer le passé, mais comme résoudre quelque chose. C'est-à-dire, on est plus dans le présent carrément. Que dans le passé. Oh, mais je suis content, c'est exactement ça. En fait, quand j'avais lu le roman de Philippe Besson, pour ceux qui l'ont lu, il n'est pas très long, il fait 200 pages, et il y a plus de 100 pages consacrées à l'histoire d'amour des deux adolescents. 1984. Et c'est très bien écrit. Voilà, 1984. Et c'est très bien écrit, c'est vraiment super. Mais moi, en tant que cinéaste, je voyais pas. Enfin, il y avait eu des grands films déjà faits là-dessus, sur les amours gays adolescents. Il y a eu Téchiné quand même, enfin, pour ceux de ma génération, Les Roseaux Sauvages. Puis il y a eu de grands films, quoi. Et je voyais pas comment m'inscrire là-dedans, comment, sans prétention, ou avec toute ma prétention, comment renouveler le genre. Alors que dans son roman, il y avait une partie plus petite qui était la rencontre de cet écrivain et du fils. Et ça, je trouvais ça très original. Le fils n'est pas du tout homosexuel, hein. C'est une histoire un peu filiale qui va naître en eux. Et je trouvais ça très jouissif à raconter, puisque l'écrivain, il est là au début. Alors d'abord, il est sous le choc, quoi. Il dit « Oh là là, mais... » Parce que son premier amour a disparu du jour au lendemain. Hein. Donc ça fait 35 ans qu'il est traumatisé. Et pouf, il revient 35 ans après chez lui. Il tombe sur le fils. Il tombe sur le fils. Le premier amour est censé être parti en Espagne. Donc il n'a aucune raison d'autre. Et il se retrouve face à ce fils. Et qu'est-ce qu'il a le droit de lui dire, d'abord ? Parce que qu'est-ce que le père... Enfin, normalement, le père ne devait pas avoir un enfant, a priori, comme ça. Maintenant, ça change. Mais... Donc il y avait déjà toute cette dimension que je trouvais assez jouissive à raconter, à filmer, à faire jouer. Et puis après, et ça c'est dans le roman, il y a quand même quelque chose qui m'avait vraiment touché, c'est voilà, qu'on sent que ce fils a souffert des silences de son père, et les deux
vont pouvoir petit à petit, enfin je raconte pas tout, parler et un peu reconstituer un peu le pulse et comprendre ce qui s'est passé. Donc l'écrivain, c'est plutôt un film, on me dit c'est un mélo, mais moi je trouve que la fin est assez apaisée, en tout cas entre les deux. C'est-à-dire cet écrivain qui a jamais été incapable d'aimer parce qu'il était traumatisé, ce fils qui a souffert c'est un film sur les secrets de famille aussi, sur les silences des parents, quel que soit, comment parler aux enfants à un moment, ayez un peu le courage de, je sais pas comment, c'est toujours difficile, mais bon. Et ça, je trouvais ça très, très inédit, très intéressant. Il s'agit effectivement, il s'agit bien de raconter une histoire. J'étais frappé en regardant un peu votre filmographie de voir que beaucoup des titres de vos films sont des expressions courantes un peu comme ça. Arrête avec tes mensonges, promis juré. Ah oui. Le combat au cœur. Enfin, des choses comme ça. Le cœur au combat. Le cœur au combat, Latifah, pas le cœur au travail, etc. Et je me disais, bon, il me revenait, vous savez, Mallarmé, donner un sens plus pur au mot de la tribu. Je me suis demandé s'il n'y avait pas chez vous une volonté de raconter des histoires pour retrouver la vérité, en fait. Ah, oh là là, ouais, une vérité, effectivement. En tout cas, quelque chose qui me parle. Et oui, c'est vrai. Ouais. Parce que, oui, c'est vrai. En particulier sur l'homosexualité, parce que sur l'homosexualité, dans cette petite ville de province, autour de Cognac, enfin bon, on sent que autour de l'homosexualité, donc c'est plutôt le silence ou le discours convenu, c'est-à-dire pratiquement pas de discours. Et puis là, tout à coup, patatrac, il faut raconter l'histoire. Absolument. Et puis on veut tout savoir. Et finalement, je crois que c'est pas un mélo du tout, non, mais c'est un drame, c'est-à-dire c'est une histoire. Et presque une enquête, presque un thriller. On veut savoir, absolument, on veut savoir ce qui s'est passé. Vous avez cette passion de raconter des histoires un peu comme chez Sherazade, c'est-à-dire j'en raconte une de plus pour en savoir un peu plus. Je sais pas, c'est pas conscient et ça me fait plaisir, j'adorerais que ce soit ça. Mais c'est marrant que vous parliez d'enquête parce qu'effectivement, oui, les livres de Philippe Besson sont très psychologiques. C'est super beau, mais c'est trop dépressif pour moi cinéaste. Et il faut que, oui, moi j'ai aimé les grands films américains, des trucs, donc c'est un drôle de mélange à la fois psychologique et c'est comme une enquête. Et c'est marrant que vous parliez non, je ne sais plus le mot exact que vous avez utilisé, enquête ou suspense thriller, ou tout ça, thriller. Ouais. Et alors là, on a fini la bande-annonce qui n'est pas encore en ligne et que je trouve très belle. C'est pas moi qui l'ai faite, donc je peux le dire. Et là, ils ont fait une première salve d'affiches et ils ont joué à fond le thriller et le truc. Bon, alors là, on se croirait dans des rics, ça va pas du tout. On va faire un truc plus solaire parce qu'on nous dit que le film est très solaire. Mais c'est marrant que vous disiez ça parce qu'effectivement, oui, il faut pas s'emmerder. Et puis surtout, encore une fois, je voulais jouer. Alors, c'est pas vraiment dans le roman, c'est pas fait comme ça. Mais je voulais jouer avec ces non-dits. Et puis il y a toute une part où, enfin moi, ça m'amusait. Ça me réjouissait de voir comment va s'en sortir cet homme de 50 ans, cet écrivain. Voilà, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut pas parler en fait. Et j'avais dit à Philippe que je connaissais pas avant, mais après j'en parlais comme ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu lui as pas dit tout de suite Il dit, je savais pas ce que j'avais le droit de dire, il voulait pas faire de gaffe. Et surtout, il pensait que son premier amour était encore vivant. Oui. D'ailleurs, dans le roman, il dit, enfin bon, j'ai un peu simplifié des choses, on va pas tout raconter, mais oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de surprises dans le film, je pense. On lui balance quand même à un moment donné... T'écris merveilleusement bien sur l'amour, mais tu sais pas aimer. Absolument. Et effectivement, peut-être que c'est un peu ça son souci, parce que bien sûr. Dans l'amour on parle. Bien sûr. Ou pas, mais enfin bon, dans l'amour on parle, mais quand on est écrivain, on raconte ce qu'on veut. Et d'ailleurs, il le dit, je raconte ce que je veux. Moi. Absolument. Oui. Absolument. Ouais. Et donc effectivement, je crois que Sophie t'était un peu intéressée par celui qui déclenche l'enquête un peu, non? Oui, c'est ça, oui. On parlait d'enquêteur, d'une enquête, et on a l'impression, en regardant le film, que Lucas, c'est vraiment Lucas qui déclenche. Et oui, on va pas raconter le film. Non, pas du tout. Et je me demande si Lucas, c'est pas un peu vous. C'est-à-dire que c'est lui qui va finalement provoquer par ses questions, ou même par ses manipulations, par ses questions, ses silences. Si, complètement. Provoque quelque chose. C'est un enfant. Enfin, il a 28 ans dans le film, mais il a quand même souffert. On a toujours, à un moment, il lui dit vous pourriez peut-être me parler de mon père, mais d'une autre façon, quoi, parce qu'il me dire des trucs que mon père m'aurait jamais dit, parce que c'est mon père, justement.
Au début, Lucas, c'est un jeune homme absolument sympathique, absolument... moi, je le trouve rayonnant. Moi, j'adore Victor Belmondo, de toute façon. Je trouve que ça va être un très grand comédien. Je l'adore. Alors, je ne suis pas du tout objectif, mais je voulais quelqu'un qui irradiait comme ça et qui soit très premier degré dans le jeu. C'est ce que je lui disais. Je ne vais pas raconter le film, encore une fois, pour ceux qui le verront. Mais en tout cas, je lui ai dit, toute cette première partie, il faut vraiment que tu le joues sans sous-entendu. Très premier degré. Parce que son texte, et puis quand vous avez vu le film, il pouvait le jouer de différentes façons. Et je l'ai choisi parce qu'il a ce truc de très instantané, même dans la vie, même avec les gens avec qui il parle. Et en même temps, pour le connaître bien maintenant, il a une profondeur qui est assez rare chez un jeune comédien et un jeune homme tout court de 27 ans. Il a cette profondeur, cette anxiété, cette angoisse, enfin cette profondeur qui moi me touche et qui explose dans le film dans la seconde partie. Donc oui, c'est vrai. Mais au début, c'est pas un hasard si c'est lui le premier plan du film. Puis après, on l'oublie qu'il a été le premier plan du film. Et puis, on passe dans la peau ou du point de vue de l'écrivain, qui est la première personne, comme dans le roman. Et puis après, les choses s'équilibrent à peu près. Je trouve qu'on sent très très bien dans le film ce que vous dites. Parce qu'effectivement, c'est Sophie qui a un peu éclairé ma lanterne sur le fait que c'était lui qui finalement mettait en route. Et moi, spontanément, j'ai parlé de ruse de la part de Lucas. Et en fait, non, au départ, il est beaucoup plus spontané que rusé. Il est très sincère. Il est très sincère. Ça, quelles que soient les façons dont il s'y prend, il est très sincère. Et ça, c'est vrai que c'est la grande différence avec le roman. Le problème, c'est que le roman, le problème, c'est pas un problème, mais à adapter, il se passe sur 3 époques, dont 2 époques avec Lucas, le jeune Lucas, quand il a 20 ans, quand il a 28, 30 ans. Et moi, je voulais pas changer d'acteur, je voulais pas avoir un acteur qu'on rajeunit. Enfin, c'était un film, il fallait une sincérité totale, je le sentais, quoi. En plus, on n'avait pas énormément de budget, donc il fallait que toute l'énergie passe par les comédiens et leur sincérité. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit le film qui se passe juste sur un week-end. Unité de temps. Unité de temps, etc. Et effectivement, Lucas va nous surprendre. Il est peut-être moins surprenant dans le roman, c'est-à-dire il n'y a pas de retournement. Oui, il y a un retournement dans le film, mais je vous dis pas tout. Oui, non. Et nous non plus. Mais alors, malheureusement, j'ai pas fait mon travail. J'ai pas lu le livre. Alors, je suis passionné par l'adaptation des livres au cinéma, il se trouve. Mais par contre, alors au niveau de l'adaptation, j'ai cru littéralement halluciner quand j'ai regardé Victor Belmondo. On dirait son père par un moment, mais au début, je veux dire, les films de la Nouvelle Vague, enfin, je veux dire, à bout de souffle, etc. Alors, à cause justement de cette énergie très particulière qui dégage. On sent qu'il pourrait y avoir de la violence, mais elle est amortie par la tendresse. Bien sûr. C'est très très curieux, et moi ça m'a fait beaucoup penser à son père. À son grand-père. À son grand-père, pardon, oui. Alors, ce qui est étrange, c'est que moi je trouvais pas le comédien pour jouer ce rôle de Lucas. Il y a beaucoup de jeunes acteurs, jeunes premiers, et je trouvais pas, ça n'allait pas. Il se trouve que Victor Belmondo, je l'avais rencontré 2 ans avant, dans un festival. Et on avait papoté, il était jury du court-métrage, je sais pas quoi. Et je parle avec lui pendant quasi 1 heure, et on accroche bien. Mais en fait, c'est au bout de 3/4 d'heure que je comprends que c'est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Parce que dans un festival, vous rencontrez les gens, vous ne demandez pas tout de suite, qu'est-ce que tu fais, quoi, vas-y, sors-moi ton CV. Et voilà, peut-être j'étais comme Stéphane Bellecourt, un peu sous le charme, enfin, parce il est vraiment tellement charmant, moi j'adore, quoi. C'est agréable pour un réalisateur de faire tourner un bon comédien, un être humain en plus super, et en plus, voilà, le cinéma, c'est du glamour, et lui, je trouve qu'il l'a, moi, personnellement. Enfin, bref. Donc, j'avais parler avec lui pendant 3/4 d'heure sans jamais me dire il ressemble à Jean-Paul Belmondo, mais vraiment jamais. Et au moment où je l'ai su, je ne voyais plus que ça. Et donc oui, mais en fait, ce qu'il a, il lui ressemble, ça doit être dans la bouche, ils ont un truc très particulier, ils ont aussi cette bonhomie, ils sont vraiment des gens gentils. Vous savez, il y a le clan Delon, le clan Belmondo. Je commence à connaître un peu les Belmondo, ils sont vraiment, c'est vraiment des gens bien. Je trouvais que le père de Lucas me faisait penser à Delon, justement. Et je pensais oui, absolument, ça c'est encore un autre sujet. Enfin, bon. Non, mais c'est alors vrai. Du coup, ça a augmenté en moi l'illusion. Non, c'est vrai. Mais quand vous savez que c'est le petit-fils, effectivement, vous pensez un peu qu'à ça. Sauf que
Sauf que Victor, moi je connaissais pas son grand-père et je sais pas comment il était à 25 ans. Victor, il a une sensibilité mais incroyable qui lui permet de jouer les scènes qu'il joue dans le film. Il a une sensibilité, un truc pas du tout rouleur des mécaniques. Peut-être il le sera dans 10 ans quand il aura fait des films de muscles comme son grand-père. Mais c'est marrant parce qu'il est très tourné, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, vers les films plutôt d'auteur, comme le mien, c'est un film d'auteur, même si j'espère qu'il n'est pas chiant. Il a très envie de faire des films comme ça. Et vous avez raison, Belmondo, il a commencé avec la Nouvelle Vague. Donc des films aussi très auteurs. Donc je me demande vers quoi il va aller. Il m'a fait rire parce qu'avec un de ses premiers gâchets, parce qu'il commence à tourner, il s'est acheté une grosse moto, comme le grand-père. Et voilà, non, il est formidable. Donc en tout cas, il a le truc en plus, enfin c'est pas pour dire que Jean-Paul Belmondo avait un truc en moins, hein, mais il a ce truc en plus d'une extra sensibilité pour comprendre un rôle, pour jouer un rôle. Moi, il y a des scènes, il est du genre Belmondo ou Jean-Paul Belmondo ou Depardieu, vous savez, on rigole avant la prise. Quoi. Et puis après, je dis action et il est tout de suite dedans. C'est sa façon de se concentrer. Mais il y a une scène où, après le bras zéro avec les Américains autour d'un espèce de feu, là, et puis ils s'engueulent. Enfin, vous allez voir la scène pour ceux qui vont la voir. Et là, il était moi je le trouve tellement fort quand il lui raconte que son père le regardait devant la télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Et je lui ai dit... Et là, il jouait pas à ce moment-là. C'était pas possible. Je comprenais pas comment il faisait. Je ne comprenais pas. J'ai rien dit. Enfin, j'ai rien dit à part c'est super, etc. Et une semaine après, je suis venu le voir et je lui ai dit, écoute Victor, là je comprends pas comment tu as fait. Comment alors que tu étais à rigoler juste avant, c'était aussi intense. Alors il est comédien, donc il a des trucs. Sauf que il m'a dit comme ça, il m'a juste dit, et c'est un peu comment dire. Je révèle pas un secret, mais j'ai dit, mais comment t'as fait ça? Et il me dit, j'ai pensé à mon père. Non pas à son grand-père, mais à son père. Son père, c'est Paul Belmondo, qui est super sympa, hein, conducteur d'automobile et tout, mais qui est un peu taiseux, quoi, qui parle pas beaucoup, quoi. En fait, j'ai compris ce jour-là qu'il faisait ce film pour son père, pour les silences de son père. Maintenant, je crois qu'ils arrivent à plus se parler. Il me l'a dit, hein, depuis que Jean-Paul est mort. Et en fait, sur ce film, c'était ça. Chacun avait une vraie raison d'être là. Et moi, c'est mon 6e film. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'avais jamais ressenti ça. Autant pour Guillaume de Tonquédec. Bon, les petits, ça, c'était encore autre chose. Mais je me suis rendu compte, Guillaume de Tonquédec, qui avait très envie et qui s'est jeté là-dedans. Qui avait envie, au moment de sa carrière, de faire un film comme ça. Et donc, pour en revenir et finir avec Victor, en tout cas, voilà, il avait une nécessité à faire. Le montage financier du film a été long parce qu'il y avait le Covid, parce que c'est toujours difficile de monter un film. Et Victor, qui avait été là plutôt assez tôt, m'a jamais lâché, alors qu'il commençait à tourner partout. Vous allez le voir partout bientôt. Il commençait et il voulait vraiment faire ce film. Et j'ai compris pourquoi presque à la fin. Oui, alors, vous observez sur un plateau mon investigation de mon côté. On a parlé de votre goût pour raconter des histoires qui sont quand même censées nous révéler quelque chose du passé, et on l'a vu, du présent, surtout du présent. Mais alors, nous révéler quoi, quelle réalité? Moi, je crois que le centre, ce qui est au centre de tout ça, c'est l'amour. On veut savoir si on a été aimé, on est aimé ou c'est pas. C'est vrai. C'est une banalité, mais c'est mais ça se résume souvent à ça. Oui, c'est assez simple. Ça se résume à ça, mais oui. C'est tellement difficile d'y arriver. Oui, et c'est très beau. D'ailleurs, c'est dit dans le film. Hein, l'amour, on n'en parle pas. Hein, on le sent. Oui. Et il faut en parler des fois, justement. Et voilà. Et c'est là-dessus que je me suis un petit peu amusé. C'est-à-dire qu'effectivement, il vaut parfois mieux taire pour vivre, pour exister, mais en même temps, parfois, pour mieux exister, il faut parler, il faut s'expliquer les choses. Il faut formuler. De ce point de vue-là, votre film, c'est une démonstration, hein, littéralement, de ce que peut apporter le fait de parler. Et le discours du romancier à la fin est magnifique, puisqu'il détruit les codes et en même temps, il contente tout le monde en disant le fin mot de l'histoire d'une certaine manière, quoi. Alors, moi, je regardais un peu... Qui n'est pas du tout dans le roman. Voilà, c'est votre histoire. C'est pas l'histoire de Philippe Besson, c'est ça, en fait. Ah, ça, je sais pas. Oui, ça pourrait être mon histoire, mais... en tout cas, c'est cohérent avec le roman. Voilà. Mais j'avais besoin de formuler les choses. Et puis, et ça me fait plaisir parce que beaucoup disent que le discours final, c'est un discours réparateur. Où
où il ne sait pas ce qu'il va dire. Vous savez, c'est pour une marque de cognac, il doit faire un discours en disant ouais, c'est génial, cognac, c'est une bonne boisson, tout ça. Et il a traversé tellement de choses dans ce film qu'il peut plus. Il peut plus faire des ménages, comme on dit. Vous savez, D'ailleurs, les le journalistes, patron de Bossy, là, du cognac, Bossoni, ouais. Bossoni, pardon, il le libère, hein, lui dit. Oui, c'est super. Enfin, c'est Moi, super, la cette tradition scène. m'a Le mec, rendu il est compte. content. Ouais, Le mec, il est content de son film. Ouais, elle est super cette scène. Mais oui, oui. Bah, c'est toujours jouer avec les clichés et savoir les dépasser. Et chacun. Moi, j'ai fait beaucoup de documentaires et donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Enfin, on rencontre tous, vous, en tant que journaliste aussi. Mais je suis sidéré par cette chose où de me rendre compte que chacun a ses raisons de faire les choses, même les plus pourris. Et les pourris, ils peuvent être bien pourris. Il n'empêche qu'ils ont leur raison de faire les choses. Et donc, j'essaye de toujours donner, pas de les sauver. Bah, mon film d'avant, Tokyo Shaking, avec Karine Viard, il y avait un personnage que je ne sauvais pas du tout, mais ça faisait presque partie du Grand Guignol. Mais ouais, j'aime bien sauver, et notamment le patron dans le film de Bossoni, la marque de cognac, qui est très, il est bien très sauvé, traditionnaliste ouais. et très, mais qui existe vraiment, hein, en fait, en vrai. Voilà, oui, je le sauve un peu, je crois, hein. complètement. Ouais. Bah oui. Mais parce qu'aussi, moi, en tant que spectateur, je me suis rendu compte, en faisant un documentaire sur les maths qui s'appelait Comment j'ai détesté les maths, qui était sorti en salle, et en fait, j'avais... au début, ça devait être un documentaire à la Michael Moore, c'est-à-dire qui a fait plein de documentaires célèbres, où j'allais un peu les titiller, leur rentrer dedans, etc. Et puis, en m'interrogeant sur pourquoi les maths avaient pris toute cette place Il y a dans la Simons, société. qui est un trader, c'est ça? Ah, ben voilà. Ah, vous l'avez vu. Eh ben ouais, Jim Simons. Mais vous voyez, Jim Simons, enfin, ça m'a appris beaucoup, ça. Et donc, en faisant ce film, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire des films contre. C'est-à-dire que je ne peux pas m'emmerder pendant 2, 3, 4 ans à faire des films sur des gens que je n'aime pas. Donc, ça veut dire qu'il y a... Ouais. Voilà, et il y en a qui savent très bien le faire, ces films-là. Mais moi, je me suis rendu compte, en faisant les maths, là, que non, que j'avais pas envie de passer 3 ans de ma vie à filmer des gens que j'aimais pas. Et notamment, vous parlez de Jim Simons, qui est qui est détestable, a priori. Qui est détestable, mais en vrai, qui n'est pas du tout détestable, qui est démocrate, qui a vraiment... On peut peut-être dire que c'est un trader milliardaire. C'est un trader milliardaire qui a inventé les mathématiques financières. Enfin, je simplifie un peu. Hein. Mais toutes les mathématiques automatisées, en gros, c'est l'ancêtre, ça fait 10, 15, 20 ans de l'intelligence artificielle et de ce que ça va donner. Et c'est vrai que j'ai eu accès à cet homme qui n'avait jamais donné une interview. C'était une interview incroyable à New York. Par le fait que vous l'ayez rencontré. Mais oui, et j'avoue qu'il n'aime pas du tout le film. Parce que, parce que moi, là, j'ai donné ma vision du truc, c'est vrai. Et le mec est vraiment, vraiment gentil. C'est vraiment un gars bien. Sauf qu'il a inventé des trucs qui sont en train de dévaster et la finance et plus tard... La crise de 2008, les subprimes, tout ça, c'est un peu... Alors, on va pas faire un truc, c'est un peu complexe, mais oui, vous avez raison. Et je me suis rendu compte que j'avais en face de moi un homme merveilleux. Et en même temps, il a inventé des trucs terribles. Et on peut aussi le prendre dans l'autre sens. Il y a des gens... Enfin voilà, j'aime bien la complexité humaine. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye un peu de faire dans mes films. Ça devait être plus facile avec Cédric Villani, quand même. Ouais, mais Cédric, il a ses contradictions aussi. Mais oui, j'aime beaucoup Cédric Villani. Mais Cédric Villani, tout le monde, à l'époque où on l'avait filmé, tout le monde pensait que c'était un gros rigolo. Puis après, il s'est présenté, il a été élu. Bon, après, il s'est fait battre. Hein. Il part à la campagne, si vous voulez un scoop. Ah oui, d'accord. Alors bon, parmi les choses qu'il faut raconter, je regarde votre filmographie, donc Les Petites Vacances, La Vie ailleurs. Oui, mais je parlais pour la question de la filiation. Ah oui. Le documentaire sur Latifa. Oui, c'est vrai. Ouais. La maman du soldat qui s'est fait tuer par Mohamed Merah. Ouais. La filiation, l'amour des parents pour les enfants et des enfants pour les parents. Vous parliez de Paul Belmondo et de Victor Belmondo. C'est quand même très présent, non? Oui, c'est vrai. Ou justement, non, qu'il peut y avoir une relation filiale sans être forcément père ou mère. Voilà, j'ai fait un documentaire sur Elisabeth Badinter il y a 10 ans, qui avait quand même, comme on dit, défrayé la chronique il y a plusieurs dizaines d'années en écrivant L'amour en plus, où elle montrait que l'instinct maternel n'allait pas de soi. Dire ça à l'époque, c'était une bombe. Moi, je suis plutôt pour la famille de cœur que la famille de sang. Enfin, je suis plutôt, ça ne veut rien dire. Mais je crois beaucoup à la famille de cœur, c'est-à-dire à la famille qu'on se constitue. C'est Renaud aussi qui avait... Ah non, il dit on choisit pas ses amis et pas sa famille. Mais oh là là, je divague un peu. Mais non, mais je crois beaucoup au lien filial, à l'importance du lien filial. Mais quel est-il? Dans Une vie ailleurs, justement, on se rend compte que
que... Elle est un peu larguée, Isabelle Carré, finalement, oui, non? oui. Je sais pas. Que cette mère qui fait tout pour retrouver son enfant qui a été enlevé par son ex-mari, donc elle va en Uruguay. Et petit à petit, on se rend compte que on n'a peut-être pas envie que le gamin il se retourne avec cette mère parce qu'elle est un peu borderline. C'est pas parce qu'on est mère, c'est pas parce qu'on est père qu'on est un bon père, un bon mère. Tout ça, ça s'apprend en fait. C'est un peu ça que je raconte. C'est vraiment Moi, j'ai 2 enfants et l'apprentissage. j'ai fait plein de conneries. Mais après, on essaie de se rattraper. Oh bah moi j'en ai 3, Ça donc va j'en pas ai de soi. sûrement fait plus. Mais oui, non, mais il paraît que le personnage, la personne, Latifa, ça a l'air quand même assez impressionnant quand même. Oh, alors ça, je pourrais faire un film là-dessus. Bah, vous avez déjà fait. Non, mais oui, non, c'est passionnant, c'est passionnant. Mais là, c'est ce qui est pas trop dans le film, c'est aussi Latifa, elle vient du nord du Maroc, donc à la fois c'est une espèce de femme française, elle est française maintenant, femme française libre, voilà. Et en même temps, il y a tout le poids des traditions et qu'on montre pas dans le documentaire, c'était pas le sujet. Mais là, oui, je pourrais écrire un livre Ouais, là-dessus. d'accord, ouais. C'est- Mais sur le film. Alors revenons sur le film, c'est vrai. Mais c'est sur le vrai. film, c'est vrai qu'il y a tout cet apprentissage à la fois de l'amour filial et à la fois de l'amour passion, parce Ah oui, qu'on le voit absolument, c'est avec vrai, reparlons-en, avec c'est vrai les de ça. avec les deux jeunes amants, il y a un apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait? On le voit dans les premières scènes qui sont des scènes qui sont des scènes Un peu dur. qui sont des scènes dures, voilà, Trash, ouais. voilà, de sexe où on ne sait pas très bien, voilà, Si mais c'est un où est la viol ou pas. tendresse, Ouais, où ouais. est la tendresse, et ça s'apprend, C'est et ça ma- s'apprend. Ouais. Non, c'est exactement ça. C'est marrant parce que j'ai eu l'impression que vous n'osiez pas dire le mot viol. Mm. Là, c'est pas un viol, hein, mais, Non, mais, du mais, tout. mais c'est vrai que les femmes me parlent de cette première scène qui est un peu brutale, mais qui est brutale dans le roman, hein, qui est même plus brutale dans le roman. Et certaines personnes m'ont parlé de viol, parce que c'est vrai qu'il le prend à sec avec du gravier, comme on dit. Enfin, ça y va, quoi. Mais cette scène, elle a une importance, c'est parce qu'à travers la sexualité et leur scène, ils vont découvrir l'amour, ils vont découvrir la tendresse. Il y a toute une évolution, en fait. Et ça, je les ai travaillés. Moi, c'était mes premières scènes de sexe que je filmais, même une histoire d'amour, j'avais jamais fait ça. Et je l'ai totalement fait avec les 2 comédiens, Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean. Avant, on me disait ah, comment tu vas filmer et j'en savais rien. Je savais juste que je saurais le faire quand j'aurais choisi mes comédiens. Et en fait, ça a été le cas. C'est-à-dire, je leur ai montré des images et je leur ai surtout expliqué le sens des scènes. J'avais la chance qu'ils aient lu le roman, ils avaient adoré. Donc, ils savaient que ces scènes étaient importantes. Et ces scènes, je pense, sont beaucoup moins, malgré tout, triviales ou violentes que dans le film et elles sont importantes. Et on m'a dit, plusieurs gens m'ont dit, c'est fou, elles sont à la fois osées et pudiques. Elles sont Ouais. très justes. Elles sont Elles très sont très justes. justes. Et c'est ces vrai que, scènes. ouais, et ça, c'est grâce à eux, en fait. C'est-à-dire, on l'a vraiment fait ensemble, et puis je leur cachais pas, je leur montrais. Il y a la première scène, en fait, bizarrement, c'est la première scène, un peu, qui semble un peu dure, qui a été la plus facile à tourner. C'est-à-dire que c'était un long plan séquence et en fait, c'était leur premier jour de tournage, hein. Bon, on avait un peu répété avant, mais et je les avais totalement associés. Je leur montrais le combo. Le combo, c'est un retour vidéo où on voit ce qui Ouais. se tourne. Et alors, ils étaient drôles parce qu'ils venaient voir et puis ils disaient bah là, je vais lever ma jambe et puis là, je vais mettre ma jambe comme ça. Et c'est très technique. Et dès qu'on disait action, ils y allaient, mais moi, je savais plus où me foutre, quoi. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Ça reste du cinéma, hein. Ils faisaient pas l'amour pour de vrai, évidemment. Et après, les scènes de plus de tendresse, de sexe, plus de tendresse et de tendresse, il y en avait certaines qui n'étaient pas forcément évidentes pour eux, Ouais. parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait peut-être des choses qu'ils n'avaient jamais fait dans leur sexualité. Donc là, vous leur montrez, très technique, il faut rester très... Mais ils avaient confiance, en fait. C'est vrai que c'était un tournage très heureux. Et ils voyaient bien, puis ils me connaissaient, et ils voyaient bien que, voilà, c'était pas un prétexte pour me rincer l'œil, on va dire. Mais je les accompagnais et vraiment on les a protégés, tout en les associant tout le temps là-dedans. Et ils ont donné des choses qui, je trouve, moi, assez belles. Oui, tout à fait. Et que, ouais, c'est Et incroyable. tous les ans, les rencontres ont un focus. Cette année, le focus, c'est sur genre, sexualité au pluriel. Jeunesse. Jeunesse. Sexualité, Et genre, jeunesse. Genre jeunesse, oui. Au pluriel. Et j'avais raté un film que j'ai pu voir grâce aux rencontres samedi matin, à savoir Close de Michel Dont. Ah oui. Et j'ai eu l'impression avec votre film de voir la suite. Enfin, Mais alors, mais absolument. En fait, j'étais à Montréal, là, il y a un grand festival qui s'appelle Cinémania, où on a été projetés l'un derrière l'autre. Et moi, donc moi, j'ai regardé mon film. ah mais c'est étonnant ça. J'étais avec Guillaume Ouais. de Tonquédec.
Et la salle était immense et je lui dis, tu sais, des fois, il faut rester dans la salle pour vivre ce moment-là avec 800 personnes. Crois-moi, c'est pas courant. Donc il est resté, c'était génial. Et après, on est resté pour close. Il y avait Lucas Down qui présentait son film. Et effectivement, je me suis dit, ils l'ont mis dans le mauvais sens. C'est comme vous dites. En fait, c'est Lucas Down, c'est vraiment sur les enfants. Hop, collège, lycée, il quoi. faut, non, mais sur les personnages principaux. Oui, tout à fait. Et moi, effectivement, il y a une partie avec ces enfants qui sont devenus des ados, puisqu'ils ont 18 ans, alors que dans le film de Lucas, ils ont 12 ans, je sais pas quoi, 13 ans. Et puis après, encore plus tard, les adultes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a c'est pas du tout la même façon de filmer, mais il y a une filiation, et c'est vrai que l'un et l'autre se voient. Voilà. Il faut les voir dans ce sens-là. Du coup, ces films jouent ce rôle-là de nous raconter des histoires pour nous faire comprendre le réel, et on peut pas souhaiter mieux pour le cinéma, je crois. Merci. Donc, à retrouver Arrête avec tes mensonges, donc dans le cadre aussi du Focus, avec 7 autres films, sexualité, genre, jeunesse. On peut voir votre film ici, aux Rencontres des cinémas d'Europe, ce soir à 20h15 au Navire, avec une rencontre avec vous pour toutes les choses que vous n'avez pas pu dire et que, les spectateurs voudront savoir. Donc aujourd'hui, lundi, 20h15 au Navire, mercredi à 18h au Navire et vendredi, 25, 10h ici au Bourneau. Eh ben, super. Eh ben, merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Très beau film.